Si vous suivez la chaîne depuis longtemps, vous savez que j'apprécie particulièrement la marque BMW et plus particulièrement le département Motorsport, les BMW M. Alors la BMW M que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est pas cette M2 compétition, Sunset Orange, configuration magnifique, j'adore cette voiture, j'en avais essayé une il y a longtemps d'ailleurs, mais on va pas se concentrer là-dessus, on va essayer d'aller chercher quelque chose de plus spécial. Plus spécial, un Z3M par exemple, et ben non, je vous ai déjà beaucoup présenté le Z3M, une voiture que j'affectionne tout particulièrement sur la chaîne YouTube The Glove Driver. Celle-ci dans un état superbe et elle a surtout moins de 100 000 km. On va essayer de faire encore plus exclusif. Ça sera pas non plus cette M4 GTS. La M4 GTS c'est une voiture vraiment particulière, c'est la version la plus énervée de la BMW M4. Elle est allégée, elle est coursifiée, elle développe 500 chevaux et surtout elle est limitée en nombre d'exemplaires, mais je l'ai déjà essayé. Ça ne sera pas cette voiture là, aujourd'hui on va aller chercher encore plus exclusif mais aussi encore plus ancien en essayant cette BMW M5 E28 de 1986. Et ce que je veux vous expliquer aujourd'hui à travers la présentation détaillée de l'extérieur, de l'intérieur, à travers l'explication de son histoire, c'est pourquoi cette Youngtimer qui est sortie il y a presque 40 ans vaut aujourd'hui presque 100 000 €. Je vous présente cette voiture grâce à Nash Automobile aujourd'hui, spécialiste de l'achat, revente et dépôt-vente dans la région du Mans sur des voitures exclusives. C'est à cet endroit que je vous avais présenté la Lancia Delta intégrale et aussi la Porsche 911 type 997 Turbo S Cabriolet édition 918 Spider. Mais aujourd'hui on va se concentrer là-dessus et la particularité, je vous le dis déjà parce que moi c'est ce qui me met l'eau à la bouche, j'ai pas encore essayé la voiture, c'est que cette auto, elle a le moteur de la BMW M1, la supercar des années 70. Avant de continuer la vidéo, dites-moi dans les commentaires quelle BMW spéciale vous aimeriez que j'essaie. Je crois qu'une des dernières qui me reste vraiment à vous présenter, c'est la E36 GT, la M3 évidemment. Et bien sûr, abonnez-vous et pensez à mettre la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos, que ce soit sur des BMW ou sur d'autres marques de voitures. Allez, on va parler un peu de l'histoire de cette M5. Pour comprendre l'héritage historique et la valeur qu'a ce collector aujourd'hui, il faut remonter il y a pas mal d'années, en 1978 très exactement, lorsque la BMW M1 sort. La BMW M1, c'est une supercar qui a été développée entièrement par BMW et plus particulièrement par le département Motorsport créé en 1972 pour homologuer sa version de course en FIA. La BMW M1 sort à 400 exemplaires, sauf que au prix équivalent d'une Lamborghini Countach ou encore d'une Ferrari Testarossa, eh ben le public reçoit très mal cette voiture parce qu'entre guillemets, elle n'a qu'un 6 cylindres en ligne et pas de V12 et aussi seulement un badge BMW, ce qui est beaucoup moins exclusif que les voitures que je vous ai citées juste avant. Donc la M1, c'est un échec commercial sans nom. Du coup, BMW à ce moment-là repense un petit peu sa stratégie et se dit pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas nos connaissances, notre expérience développée en compétition à travers le département M pour les mettre sur des voitures de route de série. C'est ainsi qu'une année plus tard, en 1979, la version précédente de cette génération, donc la série 5 E12, sort en version 535i. Mais c'est pas complètement une M, c'est juste une version de route améliorée par le département M. Ça prend un petit peu d'ampleur et quelques années plus tard, la version E28 remplace la version E12 et là encore, BMW M appose sa touche M535i sur cette version. Sauf que c'est pas suffisant et il y a même des préparateurs comme Arch ou encore Alpina qui commencent à se pencher sur la 535i E28 et qui la rendent encore plus performante que la version vendue par BMW. Donc peut-être par orgueil mais aussi par demande du public, BMW se dit est-ce qu'on réutiliserait pas un moteur qui a fait un peu de bruit il y a quelques années et qu'on a toujours dans les cartons pour la mettre sur cette berline et sur d'autres modèles. C'est ainsi que juste avant que la M5 E28 soit créée, c'est d'abord la BMW 635 CSI qui reçoit le traitement M en devenant la M635 CSI et cette voiture reçoit le moteur de la fameuse M1. Et seulement une année plus tard, en 1984, est présentée la BMW M5 E28, une berline 4 places, luxueuse, confortable, avec un moteur de voiture de course. Et oui, puisqu'ils ont mis le moteur M88 de la BMW M1, une supercar qui avait fait parler d'elle, surtout en compétition, pas trop sur la route. Donc aujourd'hui c'est ça, c'est pour ça que cette voiture a autant de valeur, c'est parce que c'est tout simplement déjà l'une des pionnières des grosses berlines puissantes par BMW M. Ensuite tout le monde a suivi, c'était vraiment une des précurseurs et surtout on a un moteur de course
dans une berline. À l'époque, les performances étaient assez impressionnantes puisque le moteur, à part quelques petites différences, est vraiment dérivé de celui de la M1. On a donc un 6 cylindres en ligne 3,5 litres atmosphérique évidemment qui développe 286 chevaux. À l'époque, en 1984, c'était absolument énorme. La voiture est sortie en production en 1985 et cet exemplaire est de 1986. 286 chevaux, plus de 300 Nm de couple, 245 km/h de vitesse de pointe et moins de 7 secondes au 0 à 100 km/h avec évidemment la touche BMW, c'est-à-dire une boîte manuelle, Getrag à 5 rapports, une propulsion, un autobloquant et le savoir-faire BMW en termes de conception, en termes de technologie. Vous allez voir qu'à l'intérieur c'est assez impressionnant pour une voiture de cette époque. On va faire le tour de cette voiture, je vais vous la présenter en détail à l'extérieur et à l'intérieur. Ce modèle est de 1986, de mars 1986 très exactement, et la raison pour laquelle il vaut aujourd'hui 100 000 €, c'est déjà pour la rareté de la voiture, parce qu'il faut savoir que des BMW M5, il y en a eu 2135 de produites dans le monde entier, environ 1300 pour les États-Unis, 30 pour le Japon, 80 environ pour l'Afrique du Sud, 588 pour le marché européen en conduite à gauche et seulement 135 je crois que je me trompe, pour le marché anglais. Mais voilà, c'est une voiture qui est très rare, qui est très recherchée aujourd'hui et surtout celle que vend Nash Automobile aujourd'hui vaut 98 900 € pour la bonne et simple raison qu'elle est dans un état clinique, elle a 100 000 km environ et surtout elle a été entièrement refaite. Allez, je vous présente l'extérieur. Juste avant, je vous ai dit qu'il y avait 135 exemplaires pour l'Angleterre. En réalité, il y en a 187. Je savais bien que je m'étais trompé. La première chose dont j'ai envie de parler sur cette voiture, c'est sa taille. Parce que on s'en rend compte, les voitures grossissent au fil des années de plus en plus. Et cette M5, c'est un parfait exemple. Parce que la série 5, c'est quand même la grande berline, la berline familiale, luxueuse. Et cette voiture ne fait que 4,62 m de long. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une série 3 berline classique que vous voyez tous les jours, eh ben, ça mesure 4,71 m. Donc c'est assez particulier parce qu'elle est très longue, mais elle est aussi très fine. Seulement 1,70 m de largeur, 1,41 m de hauteur, et quand on la voit à côté de la M4 GTS qui est juste à côté, eh ben cette voiture paraît toute petite. Elle paraît longue, mais quand même toute petite, les proportions sont très différentes. La peinture de cet exemplaire, c'est Dolphin métallique, donc c'est un espèce de gris vert très métallisé, toute la peinture est neuve, donc ça lui va vraiment super bien. Il y a énormément de chrome, c'était vraiment la mode à l'époque. Au niveau de la conception et du châssis, c'est une berline 5 portes monocoque, donc avec un essieu avant qui est de type McPherson avec une barre anti-roulis, donc c'est assez classique. Au niveau des suspensions arrière, c'est un système indépendant au niveau des bras avec également des barres anti-roulis. La voiture dispose d'un différentiel autobloquant à 25% et bien sûr toute la puissance qui part du moteur dont on va parler juste après est transmise au roue arrière via une boîte Getrag à 5 rapports. Esthétiquement, elle a cette face avant super caractéristique des années 70-80 avec ce shark nose, donc très effilé qui revient sur l'arrière avec les tout petits haricots qu'on peut vraiment comparer à ceux d'aujourd'hui qui feraient probablement la taille de la calandre. Les 4 phares ronds qui sur cette voiture ne sont pas jaunes, mais ça aurait bien rendu je pense avec la couleur Dolphin métallique. Détail que j'adore, les essuie-glaces de phare. Là c'est pour vous montrer qu'à l'époque on était dans le luxe vraiment. Et la différence qu'on a avec la BMW 535i E28, c'est le pack M Technique, donc qui est ce sous-bassement un petit peu plus agressif avec là des entrées d'air. Mais c'est vraiment une face avant particulière, j'adore, c'est immédiatement reconnaissable, on sait que c'est une BMW. Il y a ces grandes barres de chrome qui courent tout le long. Il y avait deux sortes de jantes sur la M5, des jantes BBS et celles-ci qui sont des jantes en alliage qui sont super élégantes je trouve. Au niveau des pneus, on a des Michelin TRX qui sont des pneus qui sont pratiquement introuvables aujourd'hui avec une dimension 220/55 VR 390. Alors c'est pas de la même manière qu'on lit les pneus aujourd'hui, mais comme ça vous avez l'inscription particulière. Juste derrière les jantes, on a des disques pincés par des étriers fixes à 4 pistons. Autre comparaison amusante, cette voiture ne pèse que 1431 kg à sec, soit le poids d'une berline beaucoup plus petite aujourd'hui, c'est assez marrant. À l'arrière, on retrouve exactement les mêmes pneus, les mêmes jantes et surtout le même système de freinage avec là encore des disques avec des étriers fixes à 4 pistons. Et à l'arrière, là encore, c'est la 80s, on a plein de détails géniaux comme la petite antenne, le petit spoiler à l'arrière en caoutchouc. Et je sais pas si vous l'avez remarqué, mais on a que 2 badges M5 sur la voiture. On a celui-là et on a celui qui est à l'avant sur la calandre. Et si à l'époque vous trouviez ça un peu trop posé, un peu trop gangster, on va dire, et ben BMW vous proposait de n'avoir aucun badge M5 sur la voiture et notamment d'enlever celui qu'il y avait à l'avant. Et par contre, mon autre détail préféré de la voiture, c'est cette double sortie d'échappement qui n'est pas centrale, qui est complètement excentrée, c'est assez amusant.
amusant. Et vous allez voir qu'avec le moteur M88 que je vais aller vous présenter maintenant, ça fait un super son et dans une berline c'est plus que cool. Voici donc à l'avant de cette BMW M5 E28 le fameux moteur de la M1, la supercar BMW dans une berline. Je trouve ça génial comme concept. À l'époque, c'était complètement précurseur de faire ça. On a une présentation qui est tellement clean, il y a de l'espace, on sent qu'on peut travailler sur tout. C'est si propre, si organisé, vraiment j'adore. Alors pour parler un peu plus technique, c'est un 6 cylindres en ligne. Vous voyez ici l'alignement de 3,5 litres de cylindrée qui développe 286 chevaux et 339 Nm de couple. Donc ce moteur M88, il a une culasse en alliage léger d'aluminium à 24 soupapes, un double arbre à cam en tête et bien sûr la lubrification par carter sec. Une série 5, c'est une berline familiale, voire exécutive. C'est fait pour transporter du monde, donc je me suis mis à l'arrière pour commencer, pour voir un petit peu l'ambiance qu'il y avait. Et déjà, ce qui m'étonne, c'est la technologie. Vitre électrique aux quatre coins de la voiture. Bon, ça c'est pas technologique mais on adore. La coudoir de type TGV, c'est hyper confortable, les sièges sont moelleux, le cuir est souple. J'ai de la place au niveau des jambes mais ce qui m'étonne vraiment c'est l'étroitesse de la voiture. J'ai l'impression que c'est plus étroit que ma Peugeot 207, c'est ce qui est quand même assez particulier. Forcément ce qui m'intéresse, on va passer à l'avant parce qu'en termes de technologie il y a aussi beaucoup de choses à dire. Les portes sont toutes petites, ça c'est pareil, c'est très amusant. Alors, on s'installe à l'intérieur de la M5. Alors déjà, première chose, position de conduite très droite, assez haute. La console centrale qui est tournée vers moi, c'est la première fois que cela apparaissait dans une série 5. Donc c'est vraiment assez particulier. Là encore, pour montrer le côté engageant de la voiture, tout est fait pour le conducteur. On a tous les boutons pour commander les vitres, évidemment le levier de boîte manuelle avec le petit logo M. Il faut savoir qu'un peu plus tard, le logo M aura été remplacé par juste les bandes du logo. Climatisation, radio cassette, ordinateur de bord. Devant moi les compteurs, à gauche le compteur de vitesse qui est gradué jusqu'à 280 km/h, à droite le compte tour où la zone rouge débute à partir de 6500 tours minute. La réserve de carburant, température d'huile. Franchement c'est si vintage avec ce volant 3 branches M-Tech avec ici les surpiqûres M. Rétroviseur électrique, là encore. Là aussi ordinateur de bord, toit ouvrant. Je vous le disais, cette voiture, c'est exécutif quoi. C'est le luxe. Allume-cigare, boîte à gants, grande boîte à gants, très grande boîte à gants. De cette BMW M5 E28, laissez-moi vous raconter un peu, vous immerger dans l'expérience de conduite, vous mettre derrière son volant, parce que même si aujourd'hui ces chiffres 286 chevaux, 339 Nm de couple, 245 km/h de vitesse de pointe, ça nous fait un peu sourire parce que c'est clairement ce qu'on obtient dans une Golf GTI, à l'époque, ça, pour avoir les mêmes performances, il fallait au moins avoir une Porsche 911. Et c'est ça qui est vraiment exceptionnel. Si on remet cette voiture dans son contexte, à l'époque c'était incroyable. Et je vous l'ai dit, sous le capot là, on a un moteur de M1. Et vous allez voir que le caractère, le charme des anciennes, il est bien présent dans cette voiture. Écoutez. Oh, oh, oh. Voilà. Ça c'est du moteur, ça c'est du charme, du caractère. Oh là là, eh, ça prend des sacrées vitesses hein. Allez, on la lance dans un virage. Les freins. Voilà. Une vraie M à l'ancienne, une vraie de vraie. Avant de parler un peu des sensations de conduite, qu'est-ce que ça fait de se retrouver au volant d'une voiture comme ça? Alors déjà, au moment où vous vous installez à l'intérieur et
vous tournez la clé pour démarrer le moteur, ça sent les 80s à plein nez. L'instrumentation, tous les boutons, l'ordinateur de bord. Alors, il faut savoir que cette voiture, en fait, elle a été produite en 1986, ce modèle-là en particulier. Le propriétaire l'a roulée en Italie quelques années et elle est restée presque 20 ans après dans un garage sans rouler. Et c'est ensuite des Français qui l'ont récupérée, qui l'ont mise, qui l'ont restaurée dans l'état dans lequel elle est là. Et du coup, tous les boutons sont en italien. Donc ici au plafonnier, tous les petits boutons pour s'assurer qu'il n'y a aucun défaut sur la voiture, tout est en italien. Pareil sur l'ordinateur de bord. On peut avoir la consommation, l'autonomie, la vitesse moyenne, limitateur de vitesse, régulateur de vitesse sur une voiture de 1986, c'est fantastique. On a toute cette instrumentation tellement classique de BMW. C'est un peu pour ça que j'ai mis une veste en cuir aujourd'hui. Quand je me balade dans cette voiture, quand je vois le look qu'elle a de l'extérieur, ce shark nose, cette voiture très effilée, pas musclée comme on le voit sur les voitures d'aujourd'hui, mais super élégante. Je me prends pour un gangster. Je trouve que c'est vraiment une voiture de gangster cette bagnole. Et d'ailleurs, Jacques Messrine, qui a été tué dans les années 70-75, quelque chose comme ça, roulait dans une 12 528i, soit la génération précédente de cette voiture. Et il a été tué dans sa voiture, dans cette BMW E12. Et donc là l'ambiance est fantastique, ça sent le cuir. À l'intérieur c'est du plastique, mais c'est bien assemblé, ça a l'air solide. Et après, bon, première chose dont je dois vous parler forcément au niveau du comportement, c'est le moteur. Vous l'entendez, la sonorité est juste fantastique. C'est une vraie sonorité M. C'est la sonorité métallique, rauque. Alors le moteur, 339 Nm de couple, on sent que le couple est là, mais à bas régime. Le moteur n'est pas forcément super virulent en dessous de 4000 tours, la zone rouge est à 6005 environ. Par contre, dès qu'on arrive aux 4000, là on prend une claque. C'est très linéaire, mais on sent que la force du moteur se réveille, on a l'impression qu'on a quelque chose qui nous tracte au moment où on arrive à 4000. En dessous, bon, c'est très souple, mais c'est ça qui fait la polyvalence de cette voiture. Elle a 4000 pieds au plancher, deuxième, le troisième. C'est instantané et ça avance carrément fort. On comprend immédiatement le terme super berline dans cette voiture, parce qu'avoir une telle sonorité dans une berline 5 places confortable, désolé mais c'est fantastique. C'est un vrai truc, c'est juste génial. La direction, alors on a ce beau volant 3 branches M technique là qui est super fin. La direction est très floue, vous voyez. Là au milieu il se passe presque rien. En revanche, dès qu'on commence à arriver dans les virages, lorsqu'on place le train avant, la direction elle prend du poids et elle devient très très précise. C'est super engageant. C'est super engageant et on a vraiment une bonne idée de ce que font les roues avant déjà, mais même aussi les roues arrière. On sent que le châssis a quand même une bonne rigidité malgré la longueur de la voiture pour l'époque. En termes de suspension, la voiture est assez ferme, mais reste quand même très confortable. On sent que c'est vraiment, lorsqu'on passe sur des imperfections, que boum, ça tape, mais ça assure un très bon maintien de caisse et la voiture est vraiment précise. On retrouve ce comportement M où on a un train avant qui est hyper rassurant, vissé au sol, et le train arrière qui a envie de bouger, comme d'habitude. Et ce moteur, oh, le bruit à 4500, ça fait un bruit de course, c'est ouf. Et la voiture, le moteur adore prendre des tours. C'est joueur, hein. Oh là là, la façon dont ça se place. Et vous le voyez au niveau des suspensions, la voiture elle prend un roulis qui est vraiment caractéristique des voitures anciennes, mais pour autant ça reste assez prévisible, assez contrôlable. Et on vit avec la voiture, on a la tête qui se penche dans les virages pour contrebalancer le mouvement de la voiture. On a l'autobloquant qui nous fait bien ressortir des virages. Oh, il y a de la puissance, hein. Il y a cet aspect
très tactile de la voiture, où on est vraiment connecté à 100% sur tout ce qui se passe. Il faut maîtriser à la perfection son talon pointe pour pas déséquilibrer la voiture. Le débattement de la boîte de vitesse est excellent parce que c'est très long. C'est pas seulement un mouvement du poignet comme on pourrait l'avoir sur des boîtes de vitesse de MX5 ou d'autres. Là vraiment, lorsqu'on passe un rapport, on va chercher loin, on décompose. C'est tout le bras qui emmène le sélecteur de vitesse. Le sélecteur de vitesse d'ailleurs qui est assez mou. Il n'y a pas énormément de feeling, par contre on sent bien quand la vitesse est enclenchée. En fait c'est vraiment une expérience de conduite qui vous transporte dans les années 80, c'est juste fantastique parce qu'il y a tellement de caractère, il y a tellement de petits détails au niveau du comportement qu'il faut saisir. Aujourd'hui ça paraît ancien, mais pour l'époque je suis sûr que ça devait être démentiel parce qu'aujourd'hui je vous assure que les performances de cette voiture elles sont loin d'être ridicules. Et au volant, croyez-moi, vous vous amusez autant, voire beaucoup plus que dans des voitures beaucoup plus modernes. Ça a tellement de caractère, le moteur là. C'est un moteur de course hein. On arrive sur un virage, hop, talon pointe, et on la laisse l'emmener dans les virages. Il y a un peu de latence lorsqu'on fait rentrer la voiture dedans. On sent qu'elle se pose et elle va rentrer dedans doucement. Mais pour autant, malgré cet aspect châssis un peu à l'ancienne, elle arrive à tenir un rythme super dynamique. Et les vitesses qu'on tient sont plus qu'étonnantes. Oh là là, à l'époque, ça devait être une tuerie. Ça devait être fantastique parce que ça marche autant, voire... Ouais, ça marche pareil qu'une 911 de l'époque, quoi. Le moteur est tellement hargneux. Et on est bien maintenu dans ses sièges. La position de conduite est hyper ajustable. On retrouve une pure position de conduite BMW. Le volant est exactement là où il doit être. Il est réglable en profondeur et je peux le tirer assez loin d'ailleurs. Alors je suis quand même assis très droit, un peu position camion. Du coup j'ai les tibias et les jambes qui tombent très à la verticale sur les pédales, donc mes pieds sont très levés comme ça, comme les pédales sont assez hautes. L'embrayage est très dur. Ça, je pense que dans les bouchons, vous n'avez pas envie de la manier très longtemps. Au niveau des freins, ça fait partie des années 80, il n'y a pas grand chose, c'est très mou et on sent qu'il faut taper assez fort dessus pour arrêter la voiture. La voiture elle vit. Allez, frein. Ça, c'est les vraies expériences de conduite à l'ancienne. C'est juste fantastique. Et vraiment en termes de performance, la voiture elle est loin d'être ridicule. Et si vous voulez cruiser, il n'y a pas de mode confort, il n'y a pas de mode sport. Vous gardez la même voiture, mais vous posez le coude à la portière. Vous voyez le chrome, les formes carrées, l'habitacle qui est très spacieux même s'il est très étroit. Et hop, coude à la portière. Et on cruise tranquillement. Le moteur est silencieux. Et autobahn et on repart. Ah ouais. Toute la puissance des années 80 dans une seule bagnole. Fantastique. Je sais que j'ai une grande tendance à comparer les voitures modernes aux voitures anciennes en disant les voitures anciennes c'était mieux avant, tout ça, mais la réalité c'est que des voitures comme ça, en fait c'est des voitures qui sont spéciales à tous les instants. Du moment où vous vous asseyez dedans, où vous démarrez le moteur, il se passe quelque chose. Vous faites les premiers tours de roue, il se passe quelque chose. Là, vous voyez, je me balade à basse vitesse, je prends mon temps, j'ai des mains qui font des grands gestes pour faire tourner la voiture. Et là, je surfe sur le couple du moteur, je décompose les mouvements. Rien que ça, c'est particulier, rien que ça vous met la banane parce que c'est des choses qu'on fait presque plus aujourd'hui. Et c'est trop bien. J'aurais presque envie d'être à l'arrière pour voir ce que ça fait à 245 km/h la vitesse de pointe. Suite à celle-là, il y a eu la M5 E34 qui était encore en 6 cylindres en ligne. Ensuite, il y a eu la M5 E39 avec le V8, 400 chevaux. Ensuite, il y a eu la M5 E60 avec le V10. Après, il y a eu la M5, je sais même plus comment elle s'appelle après. Mais ce qui est sûr, c'est que ça comme précurseur, c'était quelque chose. Allez, frein. Ah bah si, il y a du frein quand même.
c'est toute la puissance du Youngtimer, toute la puissance des voitures anciennes. C'est juste fantastique. Conclusion. Qu'est-ce que je pense de cette M5 E28 et surtout, vaut-elle 100 000 €? Alors déjà, qui suis-je pour juger la valeur d'une bagnole? Première chose. Deuxième chose, je pense que si on regarde l'histoire, le monument historique qu'est cette voiture, et surtout tout ce qui a découlé de ça, de cette idée, les voitures qu'on connaît aujourd'hui, la Panamera, les classes AMG, les M5, les M6, les M8, les Audi RS, les RS6, tout ça, ça vient de cette voiture. Aujourd'hui, si on regarde les codes, c'est vrai que cette voiture elle est chère sur le marché. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a 20 ans ça valait rien. Il y a 20 ans ça valait 10 000 €. Ce qui est certain, c'est que l'expérience de conduite est inimitable. Un trajet entre chez vous et la boulangerie, ça vous fait voyager dans le temps. C'est assez fantastique, je dois dire. Les performances, moi je trouve, sont géniales. Il y a largement de quoi s'amuser. Parce que franchement, écoutez. Et c'est loin d'être ridicule. Je peux vous assurer que c'est loin d'être ridicule. Et même si vous n'allez pas si vite que ça comparé à des voitures modernes, qu'est-ce qu'on s'en fiche? C'est pas ça qui est intéressant dans des voitures comme ça. C'est des machines à sourire. Vous avez le sourire tout le temps. Je pense que mon sourire en atteste. Bon, alors, c'est la fin de l'essai de la M5. Mais avant de repartir, il y avait quand même une chose que j'avais envie de faire, c'était d'essayer celle-là. Parce que la M4 GTS, j'en avais essayé une il y a 2 ans sur ma chaîne et c'est un animal. D'ailleurs, si vous aimeriez que je refasse une vidéo de présentation de cette voiture, c'est super exclusif, dites-le moi en commentaire. Mais en attendant, moi, je vais aller refaire un petit tour et écouter le son. Parce que l'échappement en titane de cette voiture... Wouhou! Allez, salut! Je pouvais pas m'en empêcher. Fallait que je fasse un tour avec la GTS juste pour me rappeler à quel point cette voiture est démentielle. J'avais oublié à quel point c'était un monstre cette voiture et surtout, rien que là, juste en faisant une petite accélération, je me rappelais pas à quel point le châssis était différent de la M4 compétition ou même de la CS. Enfin bref. Si vous avez aimé découvrir la BMW M5 E28, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et bien sûr pensez à mettre un like. Et surtout, dites-moi quel modèle de BMW vous aimeriez que j'essaie pour la prochaine fois. C'est pas comme si j'en faisais tout le temps sur la chaîne. Allez, merci d'avoir regardé. Et à très vite sur The Glove Driver.